Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct a le grand plaisir de retrouver aujourd'hui Tawfiq Hasni, consultant en transition énergétique. Tawfiq Hasni, bonjour. Bonjour. Ça merci. fait un moment qu'on ne s'est pas vu sur le plateau de l'invité du direct. En règle générale, c'est ici que vous nous rejoignez. Alors, la raison, c'est à nous de nous expliquer. La raison, c'est qu'on pensait que le dossier de la transition énergétique était peut-être, pour la première fois depuis longtemps, bien pris en charge au niveau du gouvernement, avec le duo Hasni, Inch'Allah, dans le gouvernement de la transition politique, demain, avec une vraie majorité parlementaire et un vrai gouvernement. Le duo Abdelmajid Attal, qui était aussi un habitué de l'invité du direct, et professeur Shamsuddin Chitour, qui était un tandem ouvertement engagé pour la transition énergétique. C'est d'ailleurs peut-être cela qui a coûté la place d'Abdelmajid Attal dans le gouvernement. Et donc on pensait que c'était un dossier qui allait avancer et on voulait donner du temps à ce tandem pour déployer quelque chose. Première question, est-ce qu'il faut faire son deuil de ce qu'aurait pu faire ce tandem? Il reste, M. Chitour, on va parler de ce qu'il veut faire, mais est-ce que, encore une fois, on a perdu une occasion d'engager sérieusement la transition énergétique? Bon, je pense qu'effectivement, on était optimiste. J'étais le premier à reconnaître que la volonté politique devenait de plus en plus évidente avec, entre autres, cette désignation à ces deux postes clés qui pouvaient contribuer à une réelle transition énergétique. On peut rappeler les postes, ministre de l'énergie et ministre en charge de la transition énergétique. Bon, la conjoncture a été peut-être un peu faussée. On met sur le dos du Covid tous nos problèmes. Et je crois qu'il faut qu'on puisse corriger ça. Non, le mal est ailleurs. Le mal est dans l'absence d'une véritable vision stratégique qui peut concerner d'abord notre développement économique durable sur 50 ans et décliner ça sur les différents secteurs prioritaires, entre autres l'énergie. Notre ami M. Attal avait bien relevé qu'il fallait qu'on se donne d'une véritable stratégie énergétique. Oui. Et la stratégie aujourd'hui, s'il n'y a pas cette vision, elle peut être déclenchée par l'urgence. Shamsuddin Chitour a alerté il y a 2 jours qu'en 2028, on devra faire l'arbitrage entre consommer notre énergie ou l'exporter. Ça signifie bien que c'est un chantier prioritaire. Il est d'autant plus prioritaire qu'aujourd'hui, le monde ne nous attend pas. Le monde est en train de faire sa mutation et sa transition énergétique à pas forcés. Et lorsqu'on note que l'Union européenne annonce qu'elle va prendre les mesures pour accélérer sa transition énergétique et qu'elle ne voit pas d'avenir pour le gaz d'ici à 2050. Je crois que c'est un signal très fort pour nous, pour qu'on puisse saisir et comprendre que continuer à penser que le marché des énergies fossiles peut encore résoudre nos problèmes de déficit budgétaire, là, la question doit se poser. Alors, on va supposer que cette volonté politique n'a pas déserté le gouvernement avec le départ de Abdelmajid Tebboune, que les pouvoirs publics sont conscients du fait qu'on ne peut pas continuer à gaspiller autant d'énergie et à rester tourné sur la filière carbonée de la production d'électricité. Mais la transition vers une énergie verte, vers notamment de l'électricité verte, tarde à se mettre en place. On parle beaucoup des appels d'offres sur l'amont pétrolier algérien qui sont en retard, qui ont échoué pendant ces 10 dernières années. C'est une catastrophe et on sait que nos réserves ne sont plus renouvelées pour toute une série de raisons, l'attractivité étant la principale. On a le même problème, mais on en parle beaucoup moins, du côté de l'attractivité pour produire de l'électricité verte. On a tenté de lancer un appel d'offres, le plus connu, celui qui a été le plus médiatique, mais qui n'est jamais sorti, celui de Nordin Bouteflika, ministre de l'énergie en 2016-2017, et 4000 mégawatts.
on s'est rendu compte que ça allait échouer, ça s'est arrêté, mais depuis, il n'y en a eu aucun. Bonne nouvelle, Shamsuddin Institute nous annonce des appels d'offres pour le mois de juin prochain. Alors, est-ce que vous qui êtes au courant un peu de ce qui se passe, est-ce qu'on a tiré les leçons des échecs précédents? Est-ce que ces appels d'offres sont bien orientés et bien structurés? Je pense que là, les contraintes, il faut d'abord situer les raisons qui font que nous n'avons pas pu réussir notre développement des énergies renouvelables. Les contraintes, dans la dernière étude, entre autres, que nous avait confiée la Fondation Friedrich Ebert, on avait relevé un certain nombre. Mais la contrainte majeure pour moi reste le poids des lobbies pétroliers internationaux. Et dans ce cadre-là, nous pouvons expliquer... Les lobbies internationaux, il y a un lobby pétrolier en Algérie. Les relais existent, bien sûr. On n'a pas besoin de relais. Sonatrach est un lobby pétrolier. Sonatrach n'a pas envie de se diversifier. Oui, bon, je ne voulais pas aller jusque-là, mais puisque vous le dites. Maintenant, ce qu'il y a, et ce que je voulais aussi faire comprendre, c'est que on n'a pas pris par la force de cette contrainte la nécessité d'examiner comment on a pu réussir, par exemple, le projet de Hassi El-Mel. Et on a remarqué qu'il y avait une volonté de cacher tout ce projet-là. Je n'ai pas d'explication à donner, mais ce que je peux dire, c'est que la réussite de ce projet aurait dû influer sur la vision du comment faire pour aborder le développement de l'ensemble des énergies renouvelables. Et le premier constat que je fais, c'est la confusion qu'il y a entre le développement des énergies en off-grid, c'est-à-dire hors réseau, et le développement des grandes centrales énergétiques en renouvelables pour le réseau de transport, qui peut aller jusqu'à l'export, qu'on soit bien clair. Il y a une confusion qui persiste encore entre ces deux marchés. Et c'est dans la mesure où ce sont deux marchés différents qui doivent obéir à deux règles totalement différentes. Alors, on peut expliquer pour nos amis auditeurs, c'est important. C'est quoi le marché off-grid et c'est quoi le marché destiné au transport et à l'exportation? Le marché off-grid, c'est celui qui devrait intéresser les petits acteurs de chez nous, les clusters qui se sont développés principalement sur le photovoltaïque. C'est quoi? C'est équipé des collectivités locales, des maisons? C'est des maisons, des petites collectivités locales, des petites unités industrielles en panneaux photovoltaïques d'une capacité très réduite, très limitée, qui n'exige pas que l'on puisse assurer l'exploitation pendant 25 ans. C'est juste une construction. On dit au réseau parce que c'est en général destiné à de l'autoconsommation. C'est exact. Ça ne va pas être comptabilisé dans le bilan réseau. En Europe, c'est différent. En Europe, ils sont arrivés jusqu'à l'excès d'électricité qui peut être produit au niveau d'une maison ou bien d'une petite unité photovoltaïque puisse être cédé au réseau à un prix qui pouvait être intéressant. Mais ceci nécessite ce qu'on appelle un smart grid, autrement dit un système de gestion de toutes les productions d'électricité sur un réseau de distribution, pas le réseau de transport, et les besoins de consommation qui sont sur le réseau. C'est très difficile. Alors, ce marché-là, pour le créer, de quoi a-t-il besoin? Ce marché, pour le créer, on a besoin d'abord il faut prendre une décision. Est-ce qu'il faut envisager qu'il y ait une partie de la production générée au niveau de la petite unité qui doit aller au réseau? Ça pose trop de problèmes. Ma recommandation, c'est qu'on ne doit pas envisager de cession. C'est juste satisfaire sa consommation. Dans un premier temps, ce serait comme ça. Voilà.
Et Ça, c'est du côté de celui qui est du consommateur, Voilà. qui serait incité à installer une capacité d'électricité Mais en PV, en photovoltaïque. Mais il ne le fera pas tant que l'électricité est à un prix aussi bas. Il faut qu'on puisse monter graduellement, passer des 4 dinars aujourd'hui à 8 dinars d'ici 4 ans. Une augmentation d'1 dinar, c'est 2000 dinars par an par citoyen. Ce n'est pas excessif. On peut très bien l'envisager. Question directe, est-ce que c'est d'avoir envisagé éventuellement ce type d'ajustement du prix de l'électricité qui a coûté la place à Abdelmajid Attar? Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Je n'ai pas Parce qu'en fait, on sent bien que si ce n'est pas engagé, bon, on est à Radio M, on est dans l'invité du direct. Ça fait tellement d'années qu'on parle, Tawfiq Hasni, vous-même et ici dans cette émission, de cette nécessité de transition et du modèle économique de la transition. Et puis à chaque fois, on dit, tant que l'énergie conventionnelle, tant que l'électricité carbonée est à ce prix-là, il a été ajusté. Personne ne va investir. C'est ça. Et c'est vrai, personne ne va investir dans le renouvelable, dans le solaire. Voilà. Et donc, pour commencer à le faire, il faudrait rendre plus cher l'électricité. Mais il y a un effet de fourchette, on rend plus cher, mais il faudrait que l'autre source d'électricité arrive rapidement. Par où il faut commencer? Oui, moi je pense d'abord c'est mettre les conditions favorables à la réalisation de ces investissements. C'est d'abord l'augmentation. Ça, vous créez un marché. Tant que les actions volontaristes sur le dos de l'État ne vont qu'aggraver le déficit budgétaire de l'État. D'ailleurs, Sonelgaz a un très gros déficit et l'augmentation des tarifs, Sonelgaz demande l'augmentation des tarifs. Oui, donc c'est le passage incontournable. Ça permettra de crédibiliser des petits marchés et à ce moment-là, tous nos petites PME qui veulent investir là-dedans vont trouver un marché. Alors, ça, c'est création de marché. Après, en amont, pour satisfaire ce nouveau marché, il faudra produire beaucoup de panneaux photovoltaïques. Et on sait qu'une des raisons du fait que l'appel d'offres de 2016 n'est pas sorti, c'est qu'il associait la possibilité d'assembler et de produire de l'électricité solaire en Algérie à l'obligation de produire les intrants, les panneaux, les équipements qui vont avec. Et cette obligation, tout le monde a hurlé pour dire qu'on ne pouvait pas l'imposer aux aménageurs, aux producteurs d'électricité. Ce sont deux métiers différents. Est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on a tiré la leçon chez les pouvoirs publics que cette clause de l'industrialisation préalable, obligatoire, est une clause handicapante? Elle est handicapante particulièrement pour le photovoltaïque. C'est de ça que je parlais. Oui. Le photovoltaïque, aujourd'hui, le potentiel de production au coût que nous connaissons par la Chine élimine tout concurrent. Et nous sommes loin de pouvoir être compétitifs avec une part de marché algérien trop limitée pour avoir l'économie d'échelle qui nous permettrait de réduire nos coûts. D'autant plus que le coût aujourd'hui de ces panneaux est tombé à un niveau tellement bas que ça ne nécessite pas une production industrielle. La production industrielle aurait été envisageable dans la mesure où on pourrait exporter. Mais le marché algérien étant trop faible, donc c'est l'export. Et on ne pourra jamais être compétitif à l'export. Les Chinois, qui sont ceux qui produisent au plus bas coût, ne viendraient pas produire en Algérie des panneaux solaires pour les réexporter? Pas du tout. Aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, l'énergie, il faut l'aborder en termes stratégiques. La sécurité énergétique est liée à l'indépendance énergétique. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez remarqué, dès l'instant où les pays occidentaux n'avaient plus accès au marché des panneaux photovoltaïques, ils sont allés vers d'autres sources d'énergie pour ne pas dépendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va plus loin. On veut ne plus dépendre du gaz, je viens de vous dire. Ça veut dire quoi? C'est que l'alternative... Ça, c'est la Russie qui est ciblée. Oui, l'alternative, c'est l'hydrogène. Oui. Et j'ai toujours dit que l'hydrogène allait déplacer le gaz. Il y a 2 ou 3 ans, je leur avais dit attention. Notamment dans la mobilité. Exactement. Donc, alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on intègre la dimension politique, géopolitique, dans toutes nos visions stratégiques.
Alors, erreur d'avoir voulu industrialiser, donc ça, on tire la leçon. On sait d'ailleurs, on n'a jamais compris pourquoi on avait imposé cette clause-là. Autre erreur, c'est la stratégie des acteurs. À l'époque, le FCE déjà, qui avait mis en place une commission énergie renouvelable et transition énergétique, s'était plaint de ce que les acteurs privés étaient exclus ou étaient maintenus à la marge dans les projets. Et donc, il y avait un monopole public sur les projets. Est-ce que de cela, on a aussi tiré les leçons? Tant qu'on n'aura pas révisé les textes, le fameux décret 2017, il est clair qu'aucun investisseur ne viendra. On oublie une chose chez nous, c'est que je suis d'accord que pour les petites unités photovoltaïques, là, on a compris qu'il fallait les libéraliser, laisser les petites entreprises privées le faire, mais ceci ne constitue qu'une petite part. Ne croyez pas que le développement du photovoltaïque off-grid, hors réseau, va pouvoir constituer une partie des grands objectifs de 22 000 MW. Non, non, ça ne dépassera pas les 1000 MW si on continue dans ce cadre-là. Maintenant, on n'a pas parlé maintenant. On va parler du deuxième marché. Voilà, qui est en fait le premier marché. Voilà, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est avec ça que nous pourrons réellement assurer notre transition énergétique. Aujourd'hui. Dr Hasni, en fait, si on a parlé plus du off-grid, c'est parce que c'était à la mode ces dernières années. C'est tout. C'est un peu monté à la mode. On disait, attendez, on n'a pas lancé des grands appels d'offres structurants pour le transport, pour la partie. Mais il se passe des choses, voilà, avec le décentralisé, voilà. Le photovoltaïque décentralisé. Mais on se rend compte maintenant, si on fait le bilan, que ça reste à la marge. Et ça me ramène à la contrainte du lobby pétrolier. Les lobbies pétroliers ne voulaient pas qu'on développe les centrales thermiques qui étaient la véritable alternative énergétique, puisqu'il n'y avait plus de problème d'intermittence avec le solaire thermique et le stockage thermique. Et c'était une menace. On avait bien parlé que l'énergie, c'est d'abord une sécurité énergétique. Et au niveau européen, on ne voulait pas de notre électricité exportable. Il fallait pour cela nous maintenir dans le photovoltaïque. C'est ce qu'ils ont fait. Ça a bien marché. Alors, aujourd'hui, si on veut aller vers le solaire thermique, c'est d'autres acteurs qui... Nous ne pourrons pas avoir des petites entreprises privées. C'est des milliards de dollars. Donc, c'est différents acteurs, des acteurs qui aussi peuvent vous permettre d'accéder au marché européen en premier. C'est notre marché captif. C'est qui. Et ils en sont conscients. Et alors, je vais vous faire le porte-parole de ceux qui étaient contre le central thermique, les centrales électriques thermiques solaires. Donc, des Bouteflika, on était la tête de file. Enfin, il avait inversé la démarche du programme en mettant le photovoltaïque en premier. La première chose, c'était que c'était plus cher. Voilà, ça c'est par rapport au photovoltaïque. La deuxième raison, c'est que ça posait des problèmes de réseau. Donc, il y avait des investissements importants de transport à réaliser. Donc, il fallait que le réseau s'adapte à cette nouvelle capacité additionnelle. Voilà. Et puis, il y a eu aussi le fait que ça pouvait aussi être une source de gaspillage d'électricité. Voilà. Alors, il y a une raison qui n'a jamais été évoquée, qui est dite par les autres, c'est qu'on a produit avec General Electric une usine, on a conçu une usine à turbines, qui sont des turbines à gaz, et qui en fait sont destinées à développer le cycle combiné, le cycle classique par lequel nous générons de l'électricité. Et donc c'était concurrentiel avec le cycle hybride que vous proposez avec le thermique. Et donc Sonagaz n'allait pas se torpiller avec cet investissement dont elle avait besoin, et donc elle allait rester plutôt sur son cycle classique. La preuve, c'est qu'il y a encore eu l'annonce de 14 000 mégawatts en cycle combiné classique qui n'est pas un cycle vert. Oui, là, vous posez en fait deux problèmes. Vous avez le problème de transport, et personne n'en a parlé. On ne pouvait pas imaginer augmenter de 22 000 mégawatts
notre capacité. Et j'aime pas parler en mégawatts. Pourquoi? Parce que les mégawatts ne traduisent pas, ce sont des capacités, elles ne traduisent pas une production. La production se mesure en mégawatts-heure. Et lorsque vous voyez les performances, par exemple du photovoltaïque, le photovoltaïque ne dépasse pas les 2000 heures de fonctionnement par an. La centrale de Hassi R'Mel, c'est 8500 heures. Sonelgaz a une base de... On peut rappeler, peut-être que tout le monde ne s'en souvient pas, Tawfiq Hasni est à la tête de Nil, on va dire le promoteur et le réalisateur de cette centrale combinée, hybride, à Hassi R'Mel, qui génère sur 150 MW, elle génère 25 MW en champ solaire. En champ solaire. Thermique, c'est-à-dire... Le reste, c'est du gaz. Le reste, c'est du gaz. Et pour expliquer tout techniquement, il n'y a pas d'arrêt de la production solaire parce que la turbine à vapeur liée au champ solaire est alimentée la nuit par la vapeur générée par la partie gaz. Gaz, oui, exact. Donc ça nous permet de... Aujourd'hui, c'est un peu la solution que les lobbies pétroliers sont en train de défendre. Je sais qu'il y a un projet avec Shell qui va se baser sur ça. Ça leur permet de pouvoir maintenir toujours le gaz et l'hybrider avec le solaire. Donc, pour revenir à notre discussion. Donc, pas de capacité de transport prévue. Alors, pas de capacité. Comment voulez-vous intégrer 22 000 MW c'est pour ça on a réduit à 4 000 MW en espérant que ces 4 000 MW allaient pouvoir être intégrés dans le réseau de transport. Alors, la problématique transport, elle est d'autant plus importante qu'en fait, les centres de production seront au sud, alors que les centres de consommation sont au nord. 90% de la population est au nord, ça, il faut le savoir. Et puis, même si on devait faire d'exportation, ça sera encore un peu plus au nord. Exactement. Alors, il faut être logique avec soi-même. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est toujours la question sur la stratégie énergétique. Donc, on a soulevé le problème de transport. Maintenant, il faut le dire, et M. Attal l'a bien expliqué, c'est la surconsommation de gaz. Un gaz qui est cédé à 0,27 dollars le million de BTU, alors qu'il nous revient entre 6 à 8 dollars le million de BTU. C'est ça la subvention dont on parle, les 15 milliards de dollars. Donc, ce qu'on arrive... 6 à 8 milliards de dollars. 6 à 8 dollars. Le million de BTU, ce n'est pas le prix de revient, c'est le prix à l'export. À l'export, oui. Ce n'est pas le prix de revient, ce n'est pas ce qu'il coûte. Non, mais c'est ce que vous devez prendre en considération si vous arrivez à le vendre pour évaluer la subvention. La subvention, vous dites, moi, si je devais le vendre, c'est 6. Il y en a qui calculent sur les coûts, quand même. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une façon de réduire on le poids. On n'utilise pas le mot subvention si on ne soutient pas le coût. C'est un différentiel avec le prix de vente. Je tiens à me faire le porte-parole de ce point de vue. Hein. Non, moi, le porte-parole de ceux qui prennent défenseurs de l'environnement, ils vous disent, voilà ce que vous donnez au gaz et que vous ne donnez pas aux énergies renouvelables. Vous êtes obligé de faire sur cette base-là le calcul. Parce qu'on avait dit aussi que le prix était trop élevé. Je vous rappelle, Hassi R'Mel, le contrat, l'appel d'offres, c'était 3,12 dinars le kilowattheure, qui doit être maintenant autour des 4 dinars. Mais on est loin des 12 dinars de son gaz. Comment peut-on dire que c'est plus cher? Donc, c'est tout ça. Il faut qu'on puisse revenir à la bonne gouvernance, à la bonne information. Et c'est ce qui nous a toujours manqué. Donc, on voit les 3 contraintes, le prix, le réseau de transport et la surconsommation de gaz. Le programme que nous proposons dans ce document... Alors, le document, je n'en avais pas encore parlé. Donc, Tawfiq Hasni a publié aux éditions ACECOM
la guilde et la Covid-19 face à la quatrième révolution industrielle. Ça va au-delà de la transition énergétique. On parle de quatrième révolution industrielle et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, ce programme va nous, on envisage d'ici à 2050 exporter 40 000 mégawatts. 40 000 mégawatts, c'est le seuil de dépendance énergétique vis-à-vis de l'Europe. Au-delà, on ne sera pas accepté. Au-delà, on ne sera pas accepté. Voilà la limite. Ça va nous ramener, ça va nous permettre de récupérer, c'est autour ce qu'on perdra avec 35, les exportations de gaz. C'est à peu près 35 milliards de dollars pour l'export. Mais vous allez gagner 10 milliards de dollars de subventions. Parce que vous aurez réduit la consommation de 30 milliards de mètres cubes par an. C'est tout gagnant. Oui. Alors, on va revenir sur ce programme. C'est clair que c'est tout gagnant. Ce qu'on ne comprend pas depuis des années, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en place. Alors, mon autre volet de la question tout à l'heure, c'était est-ce que l'investissement de Batna avec General Electric est devenu un obstacle pour développer le cycle hybride? On le fait. En effet, c'est devenu un obstacle. La logique aurait voulu que Sonelgaz, elle continue comme ça, va rater ses missions principales, c'est satisfaire les besoins énergétiques et principalement dans le sud. J'étais à Ouadsouf, on a discuté de ça, et les investisseurs souffrent du problème de raccordement par Sonelgaz, l'électricité. Si notre avenir, c'est le Sud, il faut prendre conscience que nous devons aujourd'hui être en mesure de développer rapidement ces capacités. Comme c'est dans le Sud que nous allons les développer, il y a urgence à satisfaire tous les besoins qui vont aller aussi bien pour l'agriculture saharienne, pour le tourisme, pour le développement industriel aussi dans le Sud qui pourra se faire. Et il faudra de l'énergie. Les besoins énergétiques, je rappelle encore une fois, l'usage énergétique. L'électricité ne représente que 20% et la chaleur 80%. Pourquoi aussi l'option de CSP n'a pas connu les mêmes avantages que le photovoltaïque? C'est que tout simplement, les pays européens ne peuvent pas développer le solaire thermique pour deux raisons. La première, c'est l'indisponibilité de terrain d'assiette. Deuxièmement, le rendement solaire, il est trop faible pour eux pour justifier des rendements qui réduiraient des coûts. Aujourd'hui, les coûts du solaire, des thermiques hybrides et avec du photovoltaïque, comme nous l'avons expliqué, est descendu au Chili à 5,3 cents de dollars le kilowattheure. C'est en dessous des 8 dinars. Comme disent pas que c'est trop cher. Oui. Il y avait une instruction du temps de Cheikh Khalil, tout ce qu'a fait Cheikh Khalil n'est pas nécessairement mauvais, pour associer des champs solaires à toutes les centrales électriques au sud. Ça aurait été déjà un début du cycle hybride. Ça, c'est pas fait. Exact. On pourrait reprendre déjà par là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça nous fait gagner? Mais écoutez, ce qu'on nous fait gagner, aujourd'hui, on peut utiliser le gaz pour fonctionner la nuit. Parce que le jour, avoir des centrales solaires thermiques pour produire de la chaleur d'abord, chaleur qui peut être transformée en électricité, mais qui peut être aussi utilisée dans l'industrie. Aujourd'hui, nous allons voir la production de ciment, la production de verre va être assurée par de la chaleur venant de fours solaires. Et on va utiliser aussi le photovoltaïque, sachant qu'il y a des limites pour le photovoltaïque. Lorsque les températures dépassent 35 degrés,
les rendements baissent énormément. Autrement dit, là où il y a 50 degrés, il n'y a pas intérêt à développer le photovoltaïque. C'est encore une autre contrainte que personne ne mentionne. Donc, cette vision va vous permettre de pouvoir devenir, avec l'exportation d'électricité vers l'Europe, avec la délocalisation de certaines industries énergétiques chez nous, et ce sera possible, l'Algérie peut devenir l'atelier de l'Europe. Alors, ça ouvre le chapitre géopolitique et géoéconomique de cette transition. On a bien compris que on aura besoin de partenaires, à la fois de partenaires technologiques, mais probablement aussi des partenaires capitalistiques pour développer cette industrie. Vous êtes, je ne l'ai pas dit, vous avez été vice-président de Sonatrach, vous êtes ingénieur dans la pétrochimie et vous connaissez très bien l'expérience du GNL. On a développé dans le GNL une expertise à la langue. Absolument. On l'a développé en acceptant d'être partenaire avec des acteurs mondiaux. On a acheté des brevets, on a acheté des solutions, mais on a aussi développé des partenariats. Est-ce que c'est un modèle reproductible? On doit faire la même chose pour le renouvelable. Absolument, absolument. Et qui serait cet acteur? En fait, c'est à cela que ce sont les acteurs chinois, ce sont les acteurs européens. Vous, à Hassi-R'Mel, vous avez travaillé avec les Espagnols. Alors, en premier lieu, il faut être conscient. La contrainte principale qu'on va rencontrer, c'est les financements. Il n'est pas question de continuer à financer nous-mêmes, alors que d'autres sont prêts à le faire pour nous. D'autres, vous pensez à qui? En premier lieu, vous avez les Chinois qui sont en train de taper. Vous avez vu le dernier accord, qui est un mémorandum qui a été signé. Là, ils sont prêts. L'intérêt des Chinois peut se comprendre. L'intérêt des Chinois, c'est qu'aujourd'hui, nous allons assister à des mutations géopolitiques mondiales. C'est fini le monde unipolaire. On va avoir plusieurs, l'empire du milieu, l'empire russe, l'empire germano-romain. Et naturellement, les États-Unis seront toujours là, c'est clair. Et même l'empire perse est en train d'émerger à côté du Turc, qui va être plus en Asie. Donc tout ça va amener des alternatives dans nos choix, et à nous de pouvoir bien équilibrer tous ces partenaires potentiels, sachant que l'Algérie reste un pays à potentialité d'émergence économique sûre. Je vais reposer la question avec une illustration. Le port-centre. Voilà. Le port-centre, on a un problème de financement, on ne veut pas le faire à fond, on ne veut plus le faire à fond concours. On prend un partenaire chinois pour la construction, et c'est l'État chinois, c'est les crédits chinois qui vont assurer ce financement. Et puis dans la foulée, on est tenté de laisser l'exploitation aussi à une entreprise chinoise. Ce ne sont pas les mêmes métiers. Construire un port, l'exploiter, amener les armateurs, ce n'est pas les mêmes métiers. Mais le modèle, ce serait d'aller pousser le partenariat jusque-là. J'ai illustré avec le port-centre. Ce serait quoi pour une centrale thermique concentrée à 500 MW? Qu'est-ce qu'on ferait? On ferait la même chose? La construction, l'exploitation, on donne tout? Alors, je vous ai dit, il ne faut pas partir sur une capacité de 500 MW. Le minimum, c'est 6000 MW. Non, je parle d'une seule centrale. Hein. Non. On parle d'un programme, on parle d'appel d'offres sur un programme. Sur un programme. Vous dites 6000 MW. Et vous dites que le mieux disant va pouvoir prendre une tranche de 1000 MW. Les autres, s'ils s'alignent, pourront prendre aussi une tranche de 1000 MW. Prendre, ça veut dire faire quoi? C'est-à-dire réaliser, exploiter? Alors, là, c'est investir. Investir, avoir 60%. Donc la règle 51, il faut que... Parce que 40% peuvent être dinarisés. Nous sommes certains qu'on peut arriver à 40%. Au départ, et le solaire thermique, je vous ai dit, on peut intégrer près de 75%. Ça veut dire que cette part de 40%
va augmenter avec l'apport des industries qui vont s'installer. Dans votre appel d'offres, vous séparez en disant, oui, les industriels vont pouvoir se positionner aussi avec l'investisseur. Lorsque vous avez 6 000 mégawatts, ça devient plus crédible comme marché pour l'industriel. Et ensuite, vous allez laisser après à d'autres de prendre encore 1000 mégawatts jusqu'à combler les 6000 mégawatts. Et vous allez avoir, là vous aurez mis sur rail, une véritable locomotive qui va vous entraîner des tas d'entreprises, des entreprises de services, de tout ce que vous voulez. Avec la proposition, c'est d'avoir ça dans une zone franche pour lever toutes les contraintes administratives. Zone franche? Oui. Autour de chaque site de production. Voilà. Hassim Mel deviendrait une zone franche, Hassim Saoud, Adra, Élysée. On développera des zones franches comme ça. Très bien. Ce qui fera la différence, le mieux disons, c'est le prix du kilowattheure. Absolument. À quel prix ce producteur le vendra au distributeur? C'est ça on fixera un plafond. On fixera un plafond. Et le plafond sera les 8 dinars, le kilowattheure. Ce qui est pratiqué aujourd'hui. Ce qui est pratiqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas intégrer l'inflation qui va venir. C'est-à-dire qu'on va s'aligner sur cela. Ben, je suis très content d'avoir redéroulé un petit peu cette problématique du modèle économique du renouvelable. On parle beaucoup des objectifs, mais le modèle économique reste coincé. On vous reverra bientôt, j'espère, sur l'invité du direct, parce que c'est une problématique qui va nous revenir. On essaie d'inviter les ministres en place, mais bon, ça a été difficile avec oui, ça se comprend. Et j'avoue que chez M. Desséto, je ne lui ai pas fait cette proposition. Je vais la lui faire, on va voir s'il va venir à Radio M avant de quitter le gouvernement, s'il devait le quitter après, dans les prochains mois. Merci beaucoup. C'est toujours avec plaisir. Merci Toufik. Merci. Bientôt. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.